Allô, Oui, bonjour Monsieur Jorion, bienvenue sur bonjour. videobourse.fr. Oui, On va commencer l'interview très rapidement. J'arrange juste une petite chose et je suis à vous tout de suite. d'accord, très bien. Alors là, je m'adresse aux personnes qui sont sur le chat audio Mumble. Je vais quitter le chat audio puisque je reçois Paul Jorion. Donc si vous avez des questions à lui transmettre, n'hésitez pas à venir sur le chat écrit de Vidéobourse. Je transmettrai des questions intéressantes au fur et à mesure si ça correspond au sujet des questions étudiées. Donc à tout à l'heure. Ok, voilà. Bonjour Monsieur Jorion. Je pense que beaucoup de personnes vous connaissent puisque on peut vous retrouver régulièrement dans des médias assez importants. Si je me trompe pas, on a pu vous voir récemment, notamment chez TADI, donc sur France 3. Vous avez commenté également des reportages, il me semble, par rapport à la finance, etc. sur France 5. Et puis on vous retrouve régulièrement, je vous ai entendu, je crois, sur Public Sénat, France Culture, etc. Vous avez un parcours qui est assez complet, je vais vous laisser vous présenter pour ceux qui vous connaissent pas forcément complètement. Oui, j'ai une formation en sciences humaines. J'ai commencé par être anthropologue. J'étais professeur d'anthropologie à l'université de Cambridge. J'ai fait du terrain parmi les pêcheurs bretons. Et puis, j'ai travaillé pour la FAO, pour les Nations Unies, sur des projets de pêche en Afrique de l'Ouest. Et ensuite, bon, j'ai fait un peu d'intelligence artificielle et puis je suis passé à la finance. Je suis entré comme trader à la Banque de l'Union européenne du groupe CIC en 1900, ça devait être en février 1990. Et puis j'ai travaillé dans pas mal de banques américaines, essentiellement en Californie. J'ai eu une carrière de 18 ans dans la finance. Et j'ai travaillé dans les entreprises qui sont véritablement responsables du subprime, IndyMac, Countrywide, dans une certaine mesure sur des choses qui s'appellent de HELOC chez Wells Fargo. Mais donc, bon, j'étais vraiment au centre du départ, du démarrage de la crise des subprimes. Je travaillais dans ce domaine-là aux États-Unis. Alors, d'accord. Déjà, au niveau du parcours, c'est assez surprenant de passer justement de secteurs comme ça. C'est des secteurs qui, a priori, n'ont pas l'air d'avoir grand-chose en commun. Vous avez parlé d'anthropologie, vous avez également travaillé avec des pêcheurs bretons. Comment on se retrouve ensuite aux États-Unis ou à travailler, en tout cas, dans le secteur financier? Vous avez également parlé en Europe, mais également aux États-Unis, donc. Oui, au moment où j'ai fait du travail de terrain avec les pêcheurs bretons, je me suis trouvé devant un casse-tête. C'était que les données que je récoltais, les données que je trouvais, ne s'expliquaient pas du tout par la loi de l'offre et la demande. La formation des prix n'avait aucun rapport avec la loi de l'offre et de la demande. Et donc, j'avais un mystère à résoudre. Alors quand je suis allé travailler en Afrique, j'avais davantage de données pour essayer de résoudre ça. Et puis quand on m'a proposé donc quelques années plus tard de travailler dans la finance, je me suis dit tiens c'est un autre endroit où je peux aller tester mes hypothèses sur la formation des prix. Je suis devenu un spécialiste de la gestion du risque. Je suis devenu un spécialiste de la validation des modèles financiers. Ok, très bien. Au sein de ces établissements bancaires, alors nous, notre spécialité sur le site, c'est vraiment ça, c'est le trading, la finance, etc. Donc ça va être plutôt l'objet des questions que je vais vous poser aujourd'hui. Sur quoi vous travaillez exactement? Est-ce que c'est les matières de produits? Vous faisiez plutôt de l'arbitrage? Vous vendiez des produits? Vous négociez? Comment ça se passait? Quand j'étais trader, j'intervenais sur le marché sur les marchés à terme, donc on apprend les marchés de futures, comme on dit en anglais, et j'intervenais essentiellement sur les obligations allemandes à l'époque, les Bunds, les bonds, les obligations britanniques, et le mieux sur les produits de taux d'intérêt. D'accord. Ça, c'était en quelle année que vous avez travaillé 12,93. Après, j'allais travailler carrément dans un hedge fund américain à Houston, dans le je travaillais partiellement de Paris. On travaillait par ordinateur. On avait les grosses stations, je ne sais plus comment ça s'appelait, les grosses stations risque, je crois que ça s'appelait. Comment ça, je ne sais même plus comment ça s'appelait tout ça. Mais on faisait je mettais au point des systèmes. J'utilisais pas mal d'hypothèses qui venaient de modèles de biologie. J'utilisais des modèles pro-prédateurs. On décrit des dynamiques discrètes. On arrivait à comment dire, à suivre. On pouvait faire un arbitrage sur les prix de jour.
D'accord, ok. Donc déjà à cette époque, il y avait un système où c'était électronique, c'était pas ordinateur, mais à cette époque, il n'y avait pas encore Internet. C'était essentiellement, on faisait de l'optimisation sur les données, sur les données historiques, et ensuite on imprimait des feuilles d'ordre, et c'est des traders qui avaient ça à côté d'eux et qui regardaient comment ça se passait. C'était le début. Bon, c'était pas encore en direct, mais enfin c'était le début de ce qui est devenu le high frequency trading, c'est-à-dire en fait écrire des algorithmes qui décident d'achat et de vente sur. Ils reposaient sur quoi? Sur de l'analyse comportementale des différents intervenants que compose un marché, sur de l'analyse fondamentale, donc des événements, des probabilités de choses qui se répètent. D'ailleurs, ça pouvait pas. Bon, un jour, j'ai été assassiné par le fait que Shevardnadze, qui était ministre de Gorbatchev, si je m'en souviens, avait dit non, c'était encore sous Gorbatchev. Il avait démissionné. Bon, ça c'était un élément externe. Non, on jouait sur la dynamique interne des marchés. La dynamique interne des marchés, c'est-à-dire l'influence des prix passés sur le prix futur. Alors vous regardez le prix, le dernier prix, le dernier prix avant le dernier prix, etc. Et vous faites vous pouviez faire des équations qui faisaient intervenir les prix les plus récents avec une certaine pondération. Mais tout ça était déterminé d'optimisation qui se faisait sur les séries historiques. On regardait je sais pas 52 données. Et puis le lendemain, le jour suivant, on ajoutait les données du jour, une stratégie sur la période historique dont on disposait. Ok. Et donc ça fonctionnait bien. Et si oui, pendant combien de temps? Ou est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Il y avait beaucoup de concurrence à ce moment-là. Il y avait beaucoup de coups tordus entre les firmes qui faisaient ça parce qu'on était vraiment la première génération de gens qui savaient comment. C'était les choses qui avaient rien à voir avec la dynamique interne des prix, les choses qui venaient de l'extérieur, les événements extérieurs. Alors on pouvait avoir, je ne sais pas, une stratégie 6 mois, et puis il y avait un gros truc qui venait. C'est le même truc que le tremblement de terre de Kobe pour j'oublie son nom. Leeson, je ne sais plus comment il s'appelait, celui qui est agi. Et puis bon, il y a eu un tremblement de terre qui a changé les fondamentaux et ça marchait plus. Alors c'est comme ça, ce qu'on faisait, c'était pas mal simplement à déterminer les uns les autres, c'est-à-dire des ajustements de la part des traders à ce qui venait de se passer, mais les événements extérieurs, venaient. Ok. Alors, ce que vous dites, c'est que c'était un peu ce que vous avez fait, c'est un travail un peu précurseur de ce qu'on a aujourd'hui au niveau des programmes, et vous avez notamment parlé du high frequency trading. Est-ce que vous allez me dire si j'ai compris ce que vous vouliez dire ou pas? C'est-à-dire que le high frequency trading, c'est tellement rapide que la probabilité qu'il y ait un élément externe qui vienne perturber le marché, spéculer quasiment que sur des mouvements internes au marché sans avoir de surprise. C'est ça l'avantage qu'ils ont, ou c'est pas vraiment ça? Ouais, mais c'est pareil, hein, c'est pareil. C'est pas parce qu'ils vont plus vite. On faisait maximum, disons, 3 opérations dans la journée. Là, ils peuvent faire 2000 opérations pour soumis de la même manière aux événements extérieurs. Quand on parle de l'événement là du 6 mai 2010, le flash crash, on a l'habitude de dire oui, c'était une dynamique interne, etc. Mais c'est pas vrai. On sait c'était le jour où dans les salles de trading, les traders regardaient en direct les nouvelles de la Grèce parce que les manifestants y ont mis le feu accidentellement ou pas accidentellement. Je veux dire, c'est la même chose. Ce flash crash a eu lui aussi une origine extérieure. Midi de la semaine, on anime une émission en direct, donc parfois on reçoit des invités comme vous aujourd'hui, ou divers traders, etc. Et parfois on n'a pas d'invités, donc on prend du temps pour regarder un peu ce qui est Internet, et donc on suit régulièrement vos vidéos. Alors en ce moment, notamment vos vidéos du vendredi. En ce moment, je crois que ça fait quelques semaines que je les ai plus vues, alors je sais pas si vous avez arrêté de les faire. Ça m'a pris absolument tout mon temps. Alors je vais encore faire des vidéos, j'en ferai probablement une dans les jours qui viennent, mais je vais les faire à des moments où quand j'ai la prévenue impossible, j'avais plus le temps pour le faire de cette manière-là. Ok. Alors, en tout cas, on les a suivis régulièrement. Donc, du coup, ceux qui reviennent sur l'annonce d'aujourd'hui, notamment sur le high frequency trading dont vous avez parlé, nous, le high frequency trading, dans le cadre des personnes qui participent justement à ce nous on investit, on fait du day trading, mais en général, ceux qui vont vraiment être sur du plus court terme, ça va être du scalping, ça va être quelques positions par jour, comme ce que vous avez évoqué précédemment, voire des positions qui durent sur plusieurs jours, etc. Alors, au niveau du high frequency trading, c'est plus réalisé dans le cadre de hedge, parce que si c'est aussi rapide, vous parlez de 2000 ordres à la seconde, je crois que vous avez dit, qui c'est en face qui passe autant d'ordres, et en quoi ça pénalise les investisseurs plus classiques et plus besoin d'acheter de l'euro ou de l'or à un moment, ou de se couvrir sur tel produit, qui ça c'est de la finance a priori à peu près saine, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ça. En quoi c'est le profil plus classique?
C'est-à-dire, vous savez essentiellement que là, vous connaissez les proportions de trades qui sont annulés. Alors, ces trades data stuffing, mais ce data stuffing dont on nous dit que c'est fait pour ralentir les marchés ou pour comment dire, faire un prix du marché tel qu'il est. On essaie de voir toutes les forces en présence. On essaie de voir s'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs et où est les centimes ici par là. On gagne aussi avec le high frequency trading. On gagne un peu des commissions parce qu'on est market maker, on est teneur de marché, donc on vous récompense pour faire ça. Quand vous regardez un jour où il y a de la volatilité, on vous dit c'est le jour pour la high frequency trading. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme un acheteur, comme un vendeur sur des marchés qui essaient de développer une tendance. On essaie de développer une tendance à la hausse et une tendance à la baisse. Et quand vous regardez sur Nanex et qu'on prend des gens dans je dirais la main dans le sac à manipuler, ce sont des stratégies qui sont des stratégies classiques de traders. Vous connaissez peut-être les bouquins classiques de Schwager qui avait interviewé des traders dans les années 1000. Ils sont utilisés par les algos. On a rien réinventé. On pousse le marché devant soi. Et puis bon, quand il est à l'endroit où on veut qu'il soit, à ce moment-là, on fait le au prix qu'on a voulu avoir. Mais c'est pareil. C'est développer des tendances. Et développer des tendances avec des méthodes comme celle-là, ce sont des méthodes, bien sûr, qui soient à la baisse. Par conséquent, il n'y a pas de mystère. Je veux dire, les algos, ils gagnent de l'argent de la même manière que tous les traders. Seulement, ils ont caché leur stratégie parce qu'ils vont tellement vite. Des humains peuvent pas voir ce qu'ils sont en train de faire sur une seconde si c'est 2000 opérations. Et donc, ils jouent sur l'obscurité. Prix du fondamental. Je pense que c'est là un gros problème, et notamment, vous en parlez, mais il y a aussi d'autres personnes qui en parlent régulièrement, puisque il y a un moment où scénario de bulle, des choses comme ça, je suppose. À ce moment-là, comment ces sociétés ont assez de force pour manipuler sur autant de temps? Parce que sur une journée, avec de beaucoup plus grosses sommes que les autres intervenants, donc ils peuvent tirer les marchés à la hausse. Mais une fois qu'on a le recul de la journée ou sur plusieurs jours, pourquoi les marchés se régulent pas d'eux-mêmes? On a marchés qui sont manipulés, mais complètement. J'en ai entendu parler pour l'argent, j'en ai entendu parler également pour l'or, mais ça peut être le cas également de marchés actions, des choses comme ça. Comment c'est là, il s'agit plus vraiment de high frequency trading, il s'agit donc de manipulation sur le long terme. Quels sont les intérêts qui peuvent entrer en jeu dans le cadre de... Au début de la crise, les ménages américains, vous savez, les structures de constituées alors les gens doivent trouver des moyens pour se démerder individuellement. Il y a pas, sauf pour l'État de Californie, des machins comme ça. Il y a des grandes stratégies classiques des Américains, c'est de faire des économies. Ils font leurs économies soit avec des paniers d'actions en général, parce que en particulier. Soit parce qu'il y a une formule de retraite qui est liée aux entreprises, ça s'appelle le 401k, 401k. Et ça, en général, ce sont des comme des SICAV, etc. D'autre part, l'autre stratégie des ménages, c'est de faire que 60% de l'argent qu'ils ont, en fait, est bloqué dans la maison qu'ils ont achetée, de ce qu'on a vraiment besoin, et on vit d'une partie de la somme qu'on a dégagée comme ça. Alors, maintenant, on est en 2007-2008. Les gens ils ont des économies, 40% dans le 2008, etc. Bon, pour le moment, il y a 30% de gens qui sont sous l'eau, comme on dit. C'est-à-dire que ils ont une dette vis-à-vis de la banque qui est supérieure au prêt 60% des économies des ménages ont disparu. Il reste 40%. 40%, c'est la bourse. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit effort du côté de la bourse, on va essayer de faire remonter la bourse. Là, il n'y a pas de preuve, mais on sait qu'il y a un jour un directeur d'une banque, d'une des banques fédérales de la réserve, de la Federal Reserve, un peu soutenir les prix sur la bourse. Est-ce que ce serait si mal que ça, etc. Bon, alors. Regardez la période 2009, regardez la manière dont la bourse américaine fait monter. Il y a des époques où les manipulations qu'on voit en arrière-plan, c'est uniquement pour essayer de faire monter le prix des actions. Est-ce que là-dessus, regardez ce que disent vos confrères, les traders américains qui ont des blogs, ils disent tous c'est le gouvernement américain. Je sais plus comment s'appelait l'un qui avait un air que celui qui faisait monter la bourse, je sais plus si c'était la bourse ou le marché à terme. Comme s'il avait une réserve de cash infinie pour le faire. Qui est-ce qui était en face? Probablement, c'était la Fed. Alors, est-ce que les petits intervenants sont manipulés? Oui, s'il y a des grandes stratégies de ce type-là qui sont effectivement en train de se faire, Goldman Sachs peut faire absolument tout ce qu'elle veut en matière de fraude et ne jamais être inculpé. Est-ce qu'il y a un rapport entre la compagnie Goldman Sachs et ses manipulations de marché? Moi, je ne dis rien, je pose la question, pas de preuve. Ok. Alors, par rapport à ça, dans l'absolu, vouloir faire remonter les marchés actions,
même si c'est de la manipulation, dans le but de relancer. On est face à des problèmes, vous l'avez dit, notamment par rapport à la crise des subprimes. Est-ce que c'est si mauvais que ça, à votre avis, à terme? C'est pas tout à fait, mais c'est peut-être pas tout à fait intelligent. Parce que qu'est-ce qui s'était passé avant? Qu'est-ce qui s'était passé avant? Il s'était passé en 2000-2001, si vous vous souvenez, il s'était passé une fameuse bulle sur des réserves des ménages dans les actions, 60%. Et là, ce coup-là, qu'est-ce qui s'était passé? C'était que les 40% qui correspondaient aux actions s'étaient cassé la figure. Essayer de faire monter un petit peu à cette époque-là, je parle de 2001-2002, est-ce qu'on a essayé de faire remonter un petit peu les réserves des ménages qui étaient associés à ce moment-là à l'argent qu'ils possèdent dans leur mission? C'est comment dire, c'est de la bonne intention au grand niveau, mais c'est quand même prendre les gens pour des gogos. C'est-à-dire, on leur dit, mettez-vous à acheter, intervenez, faites du day trading derrière, et que ceux qui tirent les fils par derrière, ils ont le moyen de mettre autant de cash qu'ils veulent dans les opérations. Alors, il faut réfléchir à ce qu'on fait. Est-ce qu'on peut vraiment, c'était bon dans les années, justement, 1990 par là. On vous proposait de faire du front running d'une certaine manière. On vous proposait aussi de vous informer en direct dans le sillage là-dedans. Est-ce que des gens individuels ont gagné à part des accidents? Parce que il y a toujours des gens qui ont des séries roses et d'autres qui ont des séries noires. Il y en a qui sont liquidés, d'autres qui parviennent quand même à se sauver. Mais est-ce que le talent joue un rôle quelconque là-dedans? Moi, j'ai pas l'impression. C'est trop gros pour des individus pour intervenir. D'accord. Alors, le fait est que actuellement, alors je sais pas si vous êtes toujours investisseur ou plus du tout désormais. J'ai jamais été investisseur. J'ai toujours cru que c'était un truc pour gogo. Moi-même, j'avais un 401k de ma banque Wells Fargo, qui me mettait des actions de Wells Fargo dans mon portefeuille parce que ça me ferait à ce moment-là, c'est les transformer. On avait la possibilité d'en faire des obligations et moi, j'en faisais des obligations le plus rapidement possible. Bon, ce truc-là, quand je suis sorti des États-Unis, je l'ai débarrassé. De toute façon, c'est passion. J'ai pas une action sous une forme ou sous une autre, même pas sous assurance vie ou autre chose. À mon avis, c'est un truc pour gogo et je veux absolument pas. Ceci dit, vous n'avez pas été investisseur pour compte propre, mais vous avez travaillé dans le cadre de l'investissement de l'argent des entreprises ou des banques pour lesquelles vous travaillez. Oui, j'ai reçu moi des salaires. Et ça, mes salaires, ça c'était une bonne chose. J'ai reçu des salaires pour faire ça. Oui. Et je l'ai fait le mieux possible, hein. Je l'ai fait en faisant de la gestion du réel. Quand les modèles étaient mauvais, je me suis plaint qu'on faisait des mauvais modèles. J'ai fait ça, en bon père de famille. Moi, c'est pas un bon père de famille. J'ai fait ça en professionnel. J'ai fait ça du mieux que je pouvais dans ce milieu-là, mais c'était des salaires qu'on me versait et c'était tout. D'accord. Ouais, pour vous, mais indirectement, vous investissez quand même avec succès, même si c'était pas pour vous des établissements bancaires tels que Wells Fargo. A priori, si vous travaillez mal, c'est pas le genre d'établissement qui vont vous garder. Non, bien sûr, non, je faisais bien mon travail. C'est-à-dire, je calculais bien, par exemple, pour un crédit hypothécaire, je faisais le calcul correctement. Quand on me demandait des choses très compliquées, comme me demander si on passe d'un prêt avec amortissement à un crédit avec un taux variable, et comment faut-il faire la péréquation entre les deux, je pouvais faire les calculs correctement, je faisais pas d'erreur de ce côté-là, oui. D'accord. Au succès des investissements de la banque, vous pourriez pas le faire pour compte propre, et en tout cas, ceux qui essayent de le faire, soit ont de la chance s'ils arrivent à gagner un peu, soit finalement sont voués à recherche. Oui. Vous pensez? Il faut la taille, et non seulement il faut la taille, mais il faut une part je ne vais pas dire des délits d'initiés, savoir de l'intérieur de ces établissements quels sont ces volumes. Ça a encore rapport avec ce qu'un individu peut faire. Moi, j'ai connu des individus. Moi, j'ai connu ils avaient fait de bonnes opérations pour leur banque et en bonus, ils avaient amassé des économies comme ça. Mais ceci dit, c'était des accidents. Qui avait eu droit à 200 millions de primes pour Citibank. C'était quoi? C'était en 2008. Maintenant, il est dans les journaux. Il y a des gens qui surfent sur une série de coïncidences favorables et ils vont s'en sortir. Mais s'ils restent sur le long terme, là, ça va se renverser. On travaille, une fois qu'on a assez pour se payer à manger, une maison, et c'est le cas de beaucoup de personnes, notamment en France, on a un pays où ça épargne beaucoup. À ce moment-là, on est obligé d'investir du argent à la banque, c'est un investissement, ou le fait d'acheter de l'or ou de l'immobilier, etc., c'est un autre investissement. Donc, vous, à votre avis, si on peut pas gagner sur les marchés financiers puisqu'ils sont trop manipulés, vers quoi il faut se diriger? On entend beaucoup, par exemple, parler d'or physique ou d'immobilier, des choses comme ça? Le distribuer, il faut le donner à ceux qui en ont besoin. C'est la seule stratégie. Bon, c'est celle que moi j'ai utilisée dans ma vie, que j'utilise encore de temps en temps. Bon, quand je vois des artistes il faut le distribuer, il faut pas en faire de l'or. À quoi ça sert?
À quoi ça sert? C'est qu'on veut faire comme en Picsou, avoir une piscine dans laquelle on plonge et on fait des sauts. Ils disent que c'est une plaisanterie. Ils croient pas que les gens veulent vraiment faire ça. Alors, vous pouvez pas ouvrir votre ordinateur maintenant qu'on vous dise au-dessus, en dessous, acheter de l'or, etc. Son or et il en est mort. Ça sert à rien. À quoi ça sert? C'est l'écureuil. Vous savez, dans le film L'âge glaciaire, l'écureuil là qui se bat tout le temps pour ramasser ses noisettes et qu'il y en a toujours. Si on a de l'argent en trop, il faut le donner aux autres et il faut le donner à ceux à qui ça peut servir à quelque chose. Ok, mais en tout cas, c'est pas du tout le biais qu'a choisi justement les sociétés capitalistes. C'est justement basé sur le capital. Alors à ce moment-là, c'est carrément on revoit toute l'organisation de la société. Est-ce que c'est vraiment possible? Bah, il est clair que depuis 2007, il est c'est du corium, hein. L'intérieur de la finance, maintenant, c'est du corium comme dans les centrales, la centrale, d'accord avec moi. Ils me disent, allez pas, il faut pas les répéter sur tous les toits. Mais le cœur de la finance a fondu. Pourquoi est-ce que UBS licencie 10 000 personnes? Parce que Ok. Alors, là, on a compris. Donc là, c'est votre vision des choses. Maintenant, a priori, s'il faut changer, le système n'est pas en train de changer actuellement. Donc vous, comment vous voyez les choses pour les mois, voire années à venir, par rapport justement à la finance? Est-ce qu'à votre avis, elle va être plus régulée, ou est-ce que, si on suit le scénario, on va continuer comme ça jusqu'à ce qu'il y ait une explosion du système, peut-être par des révoltes, comme on peut voir à droite à gauche, des choses comme ça? Oui, il faut espérer que les gens comprennent petit à petit. Non, il y a beaucoup d'obstructions dans les milieux financiers. J'en ai donné l'exemple récemment dans ma dernière chronique dans Le Monde. J'expliquais effectivement que money markets qui sont prêtes et qu'on veut pas voter parce que ça dérange ceux qui sont dans ces marchés-là. On veut réguler le marché du pétrole, mais les pétroliers aux opérations par les spéculateurs sur les marchés à terme, mais les spéculateurs veulent pas. Ils déposent des plaintes devant les tribunaux et ils ont pu le faire de cette manière-là. Et donc, moi, je suis pas d'accord avec vous en disant que les choses ne changent pas, elles sont en train de changer. En fait, à toute allure, ça n'apparaît peut-être pas en surnombre. Il y a une évolution qui est en train de se faire. Moi, je le sais. Le simple fait qu'on me demandait, par exemple, à moi d'avoir une chaire pour parler de ces problèmes-là à Bruxelles, c'est une évolution qui vient même des milieux financiers et qui me demandent de réfléchir à ce qu'on va faire ensuite. C'est en train de changer. Ça va peut-être pas aussi vite qu'on voudrait, se faire rapidement. Alors, est-ce qu'elle se fait assez rapidement pour que on change les choses avant que le système tout entier ne s'effondre? Ça, c'est difficile à dire. Parce que vous êtes en interne, voilà, vous êtes quand même, je vous vois souvent invité dans des conférences, des choses comme ça, avec des gens relativement importants, en tout cas des gens qui sont capables de prendre des décisions qui impactent souvent participer à des conférences, des tables rondes, etc. C'est ça? Oui, effectivement, oui. J'en organise aussi. La semaine dernière, j'ai invité à faire une conférence dans le cadre de mon cours. Le lendemain, j'avais un ensemble de quatre spécialistes de la finance belge qui ont fait une table ronde. Et si vous comprenez l'anglais, vous allez pouvoir voir ça parce que c'est en ligne depuis quelques jours. Vous allez voir que ces gens-là sont extrêmement critiques par rapport au système tel. On peut peut-être trouver ce type mais d'informations et de documents, mais autrement, oui, c'est assez compliqué puisque a priori là, en regardant les choses, ça a pas l'air tellement de changer. Vous parlez notamment tout à l'heure de Goldman Sachs et vous dites qu'ils sont jamais inculpés. On a l'impression qu'ils sont plus forts que jamais, avec notamment des anciens de Goldman Sachs qui sont un peu partout désormais aux têtes des États en Europe. Alors, est-ce que c'est parce que Goldman Sachs prend les taxes et l'Europe, ou est-ce qu'il y a vraiment une volonté de Goldman Sachs de se protéger en mettant des anciens à eux, en leur disant vous travaillez quand même pas contre nous? Je sais pas, comment vous le sentez vous ça? Dans le cas de Goldman Sachs, à mon avis, je veux dire, c'est un petit peu c'est un peu le représentant du gouvernement américain au niveau financier. Alors, il faut regarder justement un peu derrière comment ça fonctionne. Alors pourquoi est-ce que ces gens sont à la tête du système? Parce qu'on essaye de le sauver. Alors on met des gens qui sont des gens de confiance. Ils sont un petit peu dans le secret. Ils sont un petit peu de l'ordre dans cette bonne volonté qui est en train de se mettre en place. C'est la même chose que dans l'affaire de la manipulation du Libor. On nous dit les gens de Barclays qui recevaient des coups de téléphone de la part du ministère. Alors on nous dit maintenant oui, c'est pas vrai, il n'y a pas vraiment eu ces conversations. Bien sûr qu'il y a eu ces conversations. Bien sûr qu'il y a eu des ordres d'en haut leur dire. J'ai un petit bouquin, c'est un petit bouquin que un lecteur de mon blog m'a donné. Ça se passe dans les années 1930 en Belgique. Il y a des problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gouvernements font la même chose qu'ils font maintenant. C'est-à-dire, on essaie d'arranger les choses, on soumet, on essaie que le public se doute pas trop, qu'il reste en disant ceci ou cela,
alors qu'il n'y a plus un radis dans la caisse de la banque, etc. C'est le même système. C'est une espèce de bonne volonté. On veut pas dire, c'est toujours la même chose. On veut pas dire au public comment ça se passe exactement, parce que sinon ils se rendraient compte à quel point le système est en mauvais état. Et là, c'est la panique bancaire assurée. Alors on dit ceci, cela, pour qu'il n'y ait pas de panique bancaire, parce que c'est le talon d'Achille du système financier chez nous. C'est la panique bancaire. Si les gens ont peur, ils retirent l'argent de la banque. Regardez comment Madoff est tombé. Madoff, il n'est pas tombé parce que sa pyramide est devenue visible. Il est tombé parce qu'il y a des gens dans son fonds qui ont dû retirer de l'argent parce que c'était une machine éternelle, c'était le mouvement perpétuel, ils pouvaient la faire marcher à l'infini. Et il y a des banques qui fonctionnent comme ça sur le modèle Madoff depuis toujours. Simplement, elles sont prudentes. Ici et de l'autre côté, vous ramassez quand même un peu d'argent. Et puis quand c'est terminé, vous devez terminer votre pyramide, vous faites pyramide ailleurs et vous continuez comme ça. Et vous avez des banques qui sont débiles à chaque moment et d'autres où on gagne de l'argent sur des commissions, des machins comme ça, où on fait payer les services de plus en plus, et ça fait bouillir la marmite. D'accord, mais alors quand vous parlez d'une banque, on dépose son argent, ensuite elle spécule avec, mais à quel moment il y a un système de pyramide qui entre en compte en fait? Avec des collars. Je fais des collars, je fais des montages d'options et ces collars me permettent, quand le marché monte de manière, il explique ça à ses clients. Il leur dit, je vous fais du 1% par mois, ça vous fait à peu près du 12% par an. Les gens disent, c'est formidable. Et en plus, il envoie des relevés. Il montre comment ça devient trop gros pour ces collars. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de clients et il y a du slippage. Il fait bouger le marché contre lui parce que ça devient trop gros. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie simplement des relevés disant je fais des opérations de collars et il fait monter il paye ceux qui sont déjà là avec ceux qui entrent. Et alors il est très très malin, parrainé, il faut suer pour entrer dans son fonds. Il y a tellement de demandes, ça a l'air tellement difficile d'entrer qu'évidemment les gens s'en précipitent, ils sont là en train de faire la queue tout. On paye ceux qui sont déjà là avec les entrants. On peut faire ça sur n'importe quoi. Moi, je veux vous offrir une mine d'or et je peux vous raconter tous les jours que je vais pas avoir de mine du tout. J'ai pu en avoir une et être comme Madoff, c'est-à-dire que l'or a été épuisé et je prétends que ça continue à venir, que c'est toujours là. Toute opération pyramide, et il y a pas de problème, il suffit simplement de cacher qu'il y a une soudure entre l'ancien système et le nouveau, c'est tout. D'accord. Alors, d'après ce que vous dites, c'est d'une volonté politique et on va dire un état d'esprit au niveau des politiques qui change. Alors peut-être que c'est un bon pas en avant. Ceci dit, des personnes comme Adolphe, c'est quand même l'ancien responsable du Nasdaq. On va avoir des affaires comme ça qui se sont multipliées avec voilà, on a parlé de Goldman Sachs, etc. Donc d'autres choses vraiment immorales qui ont été faites, vraiment immoraux qui ont été faites dans le cadre de la finance. Les choses vont changer, mais à quel rythme? Et si à la fois en Europe on a des gens qui veulent changer, mais que ont tout de même quand même un œil et aident Goldman Sachs dans le cadre du possible, est-ce qu'il n'y a pas un moment où ça va bloquer, puisque ces personnes semblent être prêtes à tout, et vu qu'elles n'ont rien à faire plus libre que les gens qui vont être honnêtes, qui vont vouloir rendre des comptes au peuple, des comptes au peuple, etc. Est-ce qu'on fonce pas droit dans le mur, et est-ce qu'il faut pas concrètement, avant qu'on reparte sur des bases peut-être plus saines, comment vous voyez les choses? Ou est-ce que vous êtes catastrophiste, Oui. ou est-ce que vous êtes plutôt optimiste? Il y a que sur mon blog, François Leclerc a parlé d'un papier qui avait été produit par des gens qui appartiennent à la Banque des règlements internationaux à Bâle. Bon, c'est la femme qui montre dans ce papier. Il montre que la spéculation c'est dangereux, que la spéculation c'est pas trop grave jusqu'à un certain niveau, mais que quand ça arrive à un certain niveau, ça détruit le reste de l'économie. C'est notre endroit d'où ça vient. Et il y a des situations économiques comme celle dans lesquelles on est, où le fait de pomper maintenant de l'ordre de 40%, que la finance pompe 40% de la richesse de l'économie, que c'est ce cas-là. Alors, c'est des choses que je répète sur mon blog depuis 5 ans, mais c'est pas mal maintenant que ça apparaisse dans des papiers officiels oui, évidemment, les chercheurs disent, oui, nous n'engageons pas la responsabilité. Les gens à l'idée que, oui, la spéculation, finalement, c'est pas si bon que ça prend de l'argent qui devrait être dans l'économie, et ça, comme vous le savez, on en a parlé tout le système le mécanisme de formation des prix. On peut se permettre ça de temps en temps, mais on ne peut pas se permettre ça en permanence, surtout comme maintenant, quand ça représente 40% on a exploité le pétrole, il n'en reste plus. Maintenant, on arrive au moment où on peut plus faire ce genre de choses, c'est-à-dire simplement pomper 40% de la richesse qui est créée. On peut se permettre ça. On est au-delà de ça, et donc, voilà. Même en haut lieu, on commence à faire circuler les papiers qui disent ça. D'accord, on fait circuler les papiers, mais d'argent accordé à la finance, donc les marchés actions vont baisser.
Vous savez comment ça se passe hein, quand ça marche plus. C'est pas les gens au sommet qui souffrent. Ce sont les tuyaux crevés, ce sont les bonnes idées comme acheter de l'or, etc. Si on voit qu'il faut acheter de l'or à la première page de tous les journaux, c'est probablement acheter des îles en Polynésie. C'est plutôt ça qu'ils sont en train de faire. Mais oui, mais nous on n'a pas la possibilité. Alors on achète de l'or et puis le marché de l'or va être complètement volatile. Un jour ça monte, c'est plus vous qui l'avez et ainsi de suite. C'est comme ça que ça marche. Hein. Je veux dire, c'est pas des gogos, il en est né tous les jours. Et Ok, donc en tout cas, vous avez vraiment une vision critique justement du fait de pouvoir spéculer à son compte. Vous n'y croyez pas du tout et pas assez, on n'a pas assez de connaissances pour réellement gagner de l'argent sur le long terme. c'est comme jouer au casino, sauf que là, c'est la banque c'est de toute manière. Donc, c'est-à-dire, il y a des gens qui vont gagner comme ça, d'autres qui vont perdre, mais au total, c'est pas un jeu à somme nulle, parce qu'il y a une partie qui manque du casino, mais c'est la banque en général, c'est le même système. C'est le même système pour tout ce qui est de l'ordre de spéculation, c'est-à-dire simplement de pari sur le fait qu'un prix va monter. C'est la roulette et il n'y a pas de truc qui marche. Il y a des trucs quand vous êtes dans une banque et qu'on vous donne des moyens financiers très importants pour faire un système d'optimisation systématique, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas le moyen véritablement gagner, ça vous allez pouvoir le récolter parce que vous avez les moyens de voir d'arbitrer. C'est pas combien de temps vous aviez prévu de rester. Si vous avez encore un peu de temps, je veux bien vous transmettre quelques questions du chat posées par les membres. Oui, allez-y, il faut pas dépasser 1 heure parce que j'ai autre chose à Ouais, 16 heures. Mais un peu de temps. Alors, si vous avez des questions là sur le chat écrit, n'hésitez pas à les mettre. Je vais déjà faire le point sur celles qui étaient postées, mais si j'en ai raté, n'hésitez pas à les remettre. Je te dis juste que alors, traite juste. Alors ouais, pardon, je vais pas avoir le temps de tout refaire. Si vous pouvez les remettre vos questions, s'il vous plaît, sur le chat écrit, parce que ça va être un peu compliqué. Moi, ça, c'est des algorithmes, c'est des calculs mathématiques qui. Je pense que Paul Jorion, vous serez plus à même de nous expliquer. l'ordre qu'on donne à un ordinateur, et typiquement c'est de l'ordre de ceci. S'il se passe telle chose, par exemple, si le prix dépasse tel niveau, achetez plus, ou bien vous revendez, etc. Et donc, ce sont ces algorithmes, ce sont des instructions qui sont données en train de se passer, alors tu fais cela. Et il intègre toute l'information qu'il a sur les marchés, ou bien il peut faire des choses, par exemple, systématiquement. Il peut se constituer, par exemple, typiquement, de manière ancienne, quand on était à la Corbeille, qu'est-ce qu'on entendait comme prix qui était crié? On entendait crier que les prix qui étaient le plus près de ceux qui venaient de 23 et d'autres disaient je suis prêt à acheter à 21. Mais les ordres qui existaient déjà, les gens qui avaient dit je vais acheter ou je vais vendre à 18 ou à 45, ça c'était invisible. Avec un ordre qui a un ordre à 18, vous pouvez faire la carte complète, la carte complète du marché à un moment donné. Et vous pouvez en faire, vraiment quand je dis il y a une petite montagne là. Et alors, qu'est-ce que vous faites? Vous vous déplacez dans le paysage. Vous savez qu'il y a des gens qui sont prêts à vendre à tel prix. Alors vous allez à cet endroit-là. Voilà. Alors l'algo, c'est de m'occuper de ça tout au début. Il y avait un coursier qui devait courir d'un desk à l'autre et dire on voudrait annuler l'opération parce qu'il y a eu une erreur, etc. Il y avait une petite discussion. Allez, on peut lancer 2000 ordres sur ce compte et on peut en annuler comme on le fait. Qu'est-ce qu'on en annule 1980. Voilà. C'est ce qu'on fait en ce moment. C'est le type de rapport entre les deux opérations. C'était pas possible. Maintenant, on peut faire ça. Alors l'algorithme, c'est des instructions. C'est des instructions qui sont écrites. C'est souvent des programmes qui prennent des milliers de lignes à écrire. Voir surtout des ordres en disant s'il se passe telle chose, si tu vois telle chose, si le prix monte, si le prix baisse, si le volume en face est d'autant, etc. Tu fais telle ou telle chose. La situation a changé par rapport à ce qui était avant. Donc changer leurs instructions en fonction de ça. Et on peut utiliser des méthodes assez subtiles, par exemple comme des réseaux neuronaux. On peut utiliser toute une machine à trader qui est là derrière. Alors vous faites ça de manière intuitive. Vous savez que oui, vous avez le sentiment que ceci, mais la machine, elle le fait de même changer sa méthode en fonction du changement du profil du marché. Elle peut faire des analyses, par exemple, de type statistique. Elle peut essayer d'intégrer 6. Si on a un être humain, on peut en intégrer à peu près 6 et faire le calcul. Si on a une machine, on peut en intégrer 2000. Alors, c'est ça la différence. En algo, donc c'est un... Ok. Un mot par rapport à l'affaire Kerviel là, qui s'est soldée il y a quelques jours. Est-ce que vous avez un avis à ce sujet? Ben oui, j'ai fait un papier très 4 et à dire que j'ai appelé ça de la récidive.
C'est-à-dire qu'on pouvait imaginer éventuellement que le tribunal, quand il est passé la première fois, mais on leur a très très bien expliqué. La deuxième fois, on leur a très très bien expliqué aussi comment le système marche et qu'est-ce qu'ils mettent dans leurs attendus, que ces explications-là sont fantaisistes, de pas comprendre ce qu'on leur a expliqué. Appelez ça fantaisiste, ou bien ils sont très très bêtes, et ils sont très très bêtes deux fois, mais ça paraît vraiment difficile à croire. Dans ce cas-là, qu'il y a, comment dire, ils ont pris le côté plutôt des patrons plutôt que celui des traders. Alors ça, c'est pas sympathique pour les traders parce que les traders, ce sont eux qui font les opérations. Ce sont les rouages, ils font ce qu'on leur demande. Un trader, c'est un type bon, comment dire, c'est agréable de faire du trading, hein, c'est ça. On épuise beaucoup d'adrénaline. Quand on perd, on n'est pas de bonne humeur, mais quand on gagne, on est vraiment de bonne humeur. Alors on utilise, on utilise les hormones qui sont là, et on leur dit quand ça marche, c'est bon, quand ça marche plus, on vous laisse tomber. Alors ça, c'est pas sympathique, c'est pas très très gentil. Alors, oui, je sais bien, monsieur, enfin, prendre, mais on l'a mis dans un climat, on l'a mis à l'intérieur d'un contexte où on l'a laissé entendre implicitement que quand il gagnait de l'argent, c'était bien, et lui, il a un moment intérieur qui interdit à ces gens de faire ça. Alors, elle peut virer le bonhomme ou la bonne femme qui fait des trucs qu'elle trouve qui dépassent un petit peu les bornes, mais c'est pas l'institution d'État de traîner devant les tribunaux des gens qui font ça. Non, s'ils sont pas contents de la manière dont ça fonctionne dans leur entreprise, eh ben, ils peuvent éventuellement même passer devant les prud'hommes, mais traîner un gars devant les tribunaux parce que tant qu'il gagnait des milliards, ça c'était pas gênant, mais que quand il les perdait les milliards, on était au début de la crise des subprimes et il y avait un certain nombre de choses qu'on était en train de passer sous les tapis, mais la poussière sur ce compte-là. En plus, quand ils ont débouclé ces positions, ils l'ont fait le pire jour que c'était possible. Ils l'ont pas encore fait de manière très intelligente et du coup, ça a gonflé. Je sais pas qu'est-ce que ça a fait, 6 milliards ou un machin. Et vous en avez notamment fait un dans lequel vous étiez à l'époque, je crois, un des seuls ou un des premiers en tout cas à prévoir la crise des subprimes en 2007. Actuellement, si on parlait de plusieurs crises, il y en a qui disent qu'on est toujours dans la même crise. Vous avez dit que vous étiez assez pessimiste par rapport à la finance. Vous avez dit cependant que vous étiez plutôt optimiste puisque politiquement vous sentez quand même un changement, en tout cas des volontés de changement. Comment vous voyez le système évoluer dans les prochaines années? C'est un peu une question que je vous ai posée tout à l'heure, mais on va dire plus concret. Est-ce que vous voyez une poursuite de la crise ou un retour lent à quelque chose de plus sain? Entièrement de ce qu'on fera de la vie de gens comme moi qui expliquent ce qu'il faudrait faire pour que ça se casse pas entièrement la figure. Si on nous écoute pas du tout, ça va se casser la barre et passer à autre chose. Mais il faut pas se faire d'illusions. L'illusion qu'on a maintenant, c'est que ce que M. Obama a mis en vigueur, croire qu'on va pouvoir reconstituer ce système à l'identique, que ce système qui est complètement naze, on peut le reconstruire exactement comme il était, ça c'est une illusion. Ça, on pourra pas faire. Ce qu'on peut faire, c'est qu'il faut écouter des gens comme M. Nouriel Roubini, comme M. Stiglitz, comme moi-même, comme un certain nombre de gens, comme Frédéric Lordon, etc. Il faut écouter ces gens-là. Alors, ce sera pas une transition douce, c'est-à-dire que le truc va se casser tout à fait la figure et qu'on passera à autre chose, mais dans la difficulté, dans les affaires, comme la montée de l'Aube dorée en Grèce, etc. Les gens qui font qui prennent des tas de décisions, qui produisent ce genre de phénomène, eh bien, ce sont des gens qui sont dangereux. C'est dangereux le feu, ce sont des apprentis sorciers. Il faut pas faire ça. Il ne faut pas croire qu'on peut reconstituer ce système comme il était, parce que le cœur est fondu, parce que c'est du corium. Alors, il est 53. Alors, quelques questions. Ok, ça j'avais vu. Alors, il y avait une question par rapport au Forex, donc au marché d'échange. Est-ce que vous pensez que c'est un marché qui est soumis aux mêmes règles parce que c'est vrai qu'on a plus parlé des marchés des obligations. Est-ce que vous pensez qu'on est quand même dans le même type de marché, le même type de manipulation sur le marché d'échange? Il y a intérêt, je dirais, sinon diriger ce marché-là. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, non, vous êtes probablement trop jeune, mais avant l'euro, avant 2002, le franc français, le franc belge, le florin hollandais, etc. Il y avait plein d'argent qui disparaissait comme ça. Alors ça, je dirais, les nations l'ont quand même appris. Et le reste, on essaie de maîtriser ce qui se passe de ce côté-là. Là aussi, il y a des tas de choses qui se passent en arrière-plan par des gens. Et à moins d'être un Soros à l'époque où il a fait tomber la livre sterling, il faut avoir des moyens énormes pour s'en sortir. Sinon, on joue sur du mouvement brownien, c'est-à-dire ou bien on n'en a pas. Je crois, il est trop tard pour avoir du talent. Il y a une époque, je sais pas, au 19e siècle, on pouvait faire du trading comme ça et avoir véritablement du talent. Je sais pas, la vingtaine de gens qui ont été interviewés encore en 1990
par Schwager, c'est des gens qui faisaient encore des trucs à la main pour manipuler plus ou moins les choses dans leur direction. Ils avaient trouvé des, comment dire, des choses qui apparaissaient pas en surface, des choses qu'on ne lisait pas dans les bouquins de finance. Ils passaient à l'heure du déjeuner, bah, il avait une petite tactique qui mettait en marche dès que ses copains allaient acheter un sandwich. Voilà, des trucs comme ça, eux qui avaient trouvé des trucs. Mais maintenant, regardez ce qui se passe avec 2000 opérations à la minute qui sont faites par des algos. Qu'est-ce que vous voulez qu'on comprenne? Absolument plus rien. Qui eux, en annexe, ils enregistrent tout. Et alors, ils peuvent vous montrer des graphiques de ce qui est en train de se passer. Et ils vous montrent à ce moment-là qu'il y a des gens derrière vous pendant que vous regardez pas. Pendant l'époque où moi j'ai commencé en 1990, un trader individuel n'était déjà pas de force, n'était déjà plus de force à faire des choses véritablement, réussir quelque chose individuel. Ok. Il y avait un membre qui demandait, vous qui avez connu Lévi-Strauss, ne pensez-vous pas que l'humanité est aujourd'hui au même stade que... Ouais, oui, moi j'étais son élève effectivement. Oui, ça n'a pas grand-chose à voir avec le trading. Il avait développé, bon déjà quand Christ tropique, il avait une vision extrêmement pessimiste de l'avenir de l'humanité. Et quand il est mort à l'âge de 100 ans, il était convaincu bon que l'humanité était rapidement. Alors je comprends pourquoi il avait cette représentation là, parce que à 100 ans il n'avait plus l'énergie pour essayer de faire changer les choses par comme les gens qui lisent mon blog et qui sont mes amis à ce niveau-là, d'essayer de pousser les choses dans une certaine direction. Alors moi je suis pas encore aussi vieux que lui à cet âge-là. Il me reste encore un peu de temps, j'ai encore une manière en continuant à me battre tous les jours. Ok, très bien. Emmanuel Todd vont... Alors, 2 petites secondes, hein, parce que j'ai pas lu la question, alors je vais essayer de bien l'approcher, jusqu'à considérer que la dette est illégitime et ne doit pas être remboursée en raison de la loi de 1913. Quel est l'avis de Monsieur Jorion? Ben, je crois que oui, à cause de la loi de 1973 ou d'une autre loi quelconque, c'est simplement parce qu'on a laissé, c'est quoi, ces 14 trillions aux États-Unis. C'est des sommes. Même si on avait des croissances qui devenaient de nouveau 20%, ce qui est impossible. Mais même si on avait cette croissance à 20%, on pourrait jamais rembourser cette dette-là. Donc, il va venir un jour ou l'autre où on va devoir se mettre autour d'une table et on va dire on va apurer cette dette qui est Bretton Woods. Il va falloir le faire un jour ou l'autre. Les gens traînent la patte en disant on peut encore attendre un petit peu, mais ça va se faire. Il faut pas avoir peur. On va. Alors si on le fait pas, bon alors ce sera comme la fin de l'Empire byzantin, ce sera comme la fin de l'Empire romain, ce sera la fin d'une belle histoire et on pourra mettre la clé sous la porte et un dernier tanker plein de pétrole. Ok, très bien. Bah écoutez, merci beaucoup Paul Jorion d'être venu nous expliquer tout ça, nous donner vos avis à nos auditeurs. Non, je peux leur dire que vendredi, à la bande dessinée sort avec Gregory Maclès qui s'appelle La survie de l'espèce. C'est une BD de type classique et on voit des algos là et ce sont ils sont du genre Transformers là, vous voyez, ils sont très japonais dans le style, mais c'est des algos. Il y a une très belle bataille très amusante. Ok, et ça on pourra le retrouver sur votre blog en vente? Non, 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 ça se vend dans les grandes dans la librairie. Ah, dans les... C'est Futuropolis et c'est patronné par Futuro Arte. Très bien, bah je regarderai ça. Bah écoutez, merci beaucoup Paul Jorion, bonne journée à vous, à bientôt sans doute, sur votre blog ou autre. D'accord, merci. Voilà, donc c'était Paul Jorion. Bon, je pense que c'était très intéressant. Après, fallait s'attendre à ce qu'elle ait dit, hein. Il y en a qui peut-être que ça a dégoûté du trading, etc. Voilà, c'est un monsieur qui a un avis très pessimiste. C'est très intéressant, c'est quelqu'un qui a une grosse expérience. Après, à chacun de prendre ce qui est dit ici comme il l'entend. Mais voilà, je pense qu'il y en a plus d'un qui sont remis en question après cette interview. Alors, je vais faire venir un très grand trader qui gagne des millions en euros et qui a depuis les algos qui gagnent depuis 10-20 ans. Vraiment. Il s'est payé sa baraque avec le trading, disait Chris. Bah vas-y Chris, fais-nous venir un trader qui a concrètement gagné depuis 10-20 ans et qui peut... Voilà, ça sera très intéressant, je le recevrai sans problème. Après, le fait est que pour le moment, il n'y a pas grand monde qui prouve qu'il a gagné sur le long terme en trading. Voilà. Alors, il y avait toujours des gens qui disaient, on dirait le cycle de fondation de l'Asimov, ce qu'il vient de dire. Tu dois rien faire, tu dois en faire des cauchemars, Chris. Alors, j'arrive pas à tout lire. Dionys, que oui, car avant, tu peux pas imaginer comment c'était facile. Tu dois faire des cauchemars, Chris. Dionys, ok, oui, car avant, c'était facile.
Fab, tu abandonnes le trading après ça, toi, demander Réziel. Non, non, j'abandonne pas le trading. Alors, 2 petites secondes, je vais vous laisser, je vais couper parce que j'ai peur que si c'est trop long, ça enregistre pas. Il faut absolument que ça enregistre l'émission. Je reviens dans quelques secondes, là, je vais juste couper l'émission. 2 secondes et je continuerai à faire le point ensuite et je reprendrai l'émission normale. Mais il faut absolument que je coupe parce que j'ai pas du tout envie de perdre l'interview que je viens d'avoir. Donc,